Salut à tous et à toutes, mardi 14 avril 2026, deuxième numéro de ce grand journal. Pour cette semaine, l'info ne s'arrête jamais et nous non plus. Bienvenue dans le grand journal sur Swag Radio, votre dose d'actualité en continu. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, en air avec du style. Depuis les studios de Swag Radio pour présenter le grand journal, Ehrlich Dorelas. Dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Alexa, Open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Ibrahim Azizi, président de la Commission pour la sécurité nationale et la politique étrangère du Parlement iranien, a accusé les États-Unis d'avoir commis à plusieurs reprises des erreurs de calcul stratégique concernant l'Iran. Il a affirmé que Washington n'avait atteint aucun de ses objectifs lors de la campagne militaire américano-israélienne qui a duré 40 jours et a prévenu que toute tentative de bloquer le détroit d'Ormuz se retournerait contre les intérêts américains. Selon lui, les forces armées iraniennes restent pleinement préparées à répondre à de nouvelles provocations. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Les États-Unis continuent de mal évaluer la situation et de prendre de mauvaises décisions. Les États-Unis ne peuvent entreprendre aucune action. Le blocus relève davantage de la mise en scène. Ils devraient tirer une leçon précieuse de la guerre de 40 jours et s'abstenir de toute action qui porte atteinte aux intérêts de l'Iran, de la région et du monde. Nous sommes convaincus que de telles actions n'apporteront aucun bénéfice au président américain et finiront par nuire aux États-Unis eux-mêmes. Les responsabilités de l'Iran dans le détroit d'Ormuz sont claires. Toute action mettant en danger la sécurité de l'Iran recevra une réponse appropriée. Toute action contre des navires iraniens entraînera une riposte adéquate. Tout acte portant atteinte aux intérêts nationaux de l'Iran créera inévitablement des failles de sécurité qui mettront en danger la sécurité du peuple américain. À l'heure actuelle, les autres capacités de l'armée iranienne restent pleinement intactes et en état d'alerte. Si le gouvernement américain est avisé, il ne prendra pas à nouveau ce risque. Sans aucun doute, il subira une défaite majeure et en subira les conséquences. Jusqu'à présent, l'Iran n'a déployé que ses forces aérospatiales et une petite partie de ses capacités navales. Nous resterons toujours dans le détroit d'Ormuz. Aucune accalmie n'est en vue dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump veut accroître la pression sur l'Iran en déposant un blocus depuis lundi matin. Mais Téhéran est clair, il ne tolérera aucune ingérence dans le détroit d'Ormuz. C'est dans ce contexte tendu que le président américain s'en est pris au pape après que celui-ci ait appelé au dialogue et livré un message de paix. Le reportage d'Aveb Roll-Georgis de Radio-Canada dans ce grand journal. C'est la nouvelle menace de Washington sur Téhéran, un blocus pour tous les navires iraniens et leurs partenaires commerciaux qui traversent le détroit d'Ormuz. À partir de 10h ce matin, tout navire iranien sera immédiatement éliminé, écrit Donald Trump, en utilisant le même système employé contre les trafiquants de drogue en mer. We can't let a country blackmail or extort the world. On ne peut pas laisser un pays faire du chantage, dit-il, et extorquer le monde. On ne va pas les laisser faire. Une façon de forcer Téhéran à faire des concessions en l'empêchant d'exporter son pétrole. Téhéran affirme que l'Iran ne tolérera aucune ingérence dans le détroit d'Ormuz et menace de s'en prendre au port de la région. Trump pense qu'un blocus d'une semaine à 10 jours peut forcer l'Iran à reculer, dit-il, et mener à l'ouverture du détroit. Ça ne va pas arriver, ajoute-t-il, ça ne va qu'aggraver la situation que Trump cherche à éviter. Donald Trump semble faire cavalier seul avec son blocus. Le Premier ministre britannique a affirmé que le Royaume-Uni ne participera pas au blocus du détroit, privilégiant avec la France les efforts diplomatiques. I will convene a summit of leaders this week to drive forward the international effort. Je convoquerai un sommet cette semaine regroupant une douzaine de pays, dit-il, pour garantir la liberté de navigation dans le détroit. In the Strait of Hormuz. Le pape Léon aussi appelle au dialogue, ce qui lui a valu les attaques du président américain. Je ne suis pas un grand fan du pape, disait-il dimanche. Ce matin, il publie une image de lui incarnant Jésus avant de la supprimer aussitôt. Et il maintient ses propos contre le pape. Il est très laxiste en matière de criminalité, dit-il. Il a un problème avec la loi et l'ordre.
La sortie de crise souhaitée en Iran n'a pas eu lieu après l'échec des pourparlers à Islamabad cette fin de semaine. Mais le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran est toujours en vigueur, rappelle le Pakistan. Une guerre impopulaire aux États-Unis avec la montée du prix du pétrole. La popularité du président américain est en chute libre dans les sondages. Donald Trump multiplie les coups médiatiques pour remonter sa cote, comme cet après-midi où il se fait livrer du McDonald's au bureau ovale. Il veut rappeler que depuis qu'il est président, il n'y a pas d'impôt sur les pourboires. 57% des Américains désapprouvent sa présidence. Et la guerre en Iran ne fait que s'ajouter au mécontentement à 7 mois des élections de mi-mandat. Ici Azeb Ouedlegurgis, Radio-Canada, Washington. Donald Trump se félicite du blocus américain du détroit d'Ormuz visant à affaiblir l'Iran, mais son efficacité est contestée par des experts déjà contournés par certains navires. Des milliers de marins sont toujours bloqués dans le Golfe et les tensions persistent après l'échec des négociations sans reprise du dialogue en vue. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Au dire de Donald Trump, le blocus américain du détroit d'Ormuz est d'ores et déjà un succès. 34 navires ont traversé le détroit d'Ormuz, soit de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture absurde. En vigueur depuis 16 heures ce lundi, le blocus doit empêcher les navires entrant ou sortant des ports et des zones côtières de l'Iran de traverser le détroit. Objectif, priver Téhéran de ses revenus d'exportation et obliger ses principaux importateurs comme la Chine à faire pression sur l'Iran. Mais Donald Trump se garde bien de donner le détail du dispositif. Selon les experts, la marine américaine a besoin de nombreux navires si elle veut espérer que le blocus soit efficace. Beaucoup dépendra des premiers jours du blocus, du nombre de navires que les Américains pourront saisir et de leur capacité à convaincre les navires tentant de forcer le cordon qu'ils risquent d'être arraisonnés. Mais selon toute vraisemblance, il me semble que les États-Unis auront du mal à faire respecter le blocus. Un bateau chinois, pourtant sous sanctions américaines, le Rich Starry, a d'ores et déjà réussi à traverser le blocus sans être inquiété. Selon l'agence maritime de l'ONU, 1600 navires et 20 000 marins sont actuellement piégés dans le golfe Persique. Elle dénonce par ailleurs l'attitude des deux camps. La désescalade, c'est ce qui va commencer à nous aider à faire face à la crise et à ramener le transport maritime à la manière dont nous avions l'habitude de fonctionner. Des mesures restrictives supplémentaires ne nous aident pas vraiment. Le blocus a été annoncé après l'échec des négociations à Islamabad entre Américains et Iraniens. Les principaux points de friction étant l'enrichissement d'uranium et le contrôle du détroit d'Ormuz. Pour le moment, aucune nouvelle négociation n'est prévue entre les deux belligérants. Le blocus annoncé par le président américain Donald Trump dans le détroit stratégique d'Ormuz serait-il déjà mis à l'épreuve? Selon plusieurs informations circulant dans les milieux maritimes, un pétrolier enregistré aux Comores aurait réussi à franchir le détroit d'Ormuz, zone hautement sensible, reliant le golfe Persique au golfe d'Oman, avant de poursuivre sa route sans incident majeur. Le récit des détails sur la LCI dans ce grand journal. Allez, commençons votre journal avec ce blocus naval mis en place par les États-Unis. A-t-il déjà été forcé? Eh bien, un pétrolier sous sanctions américaines aurait franchi le détroit et atteint le golfe d'Oman. Ce tanker enregistré aux Comores ferait partie de la flotte fantôme iranienne. Tous les détails avec Pierre-Olivier Dantan. Le blocus américain dans le détroit d'Ormuz aurait-il déjà montré ses limites? Sur cette carte du trafic maritime, un pétrolier enregistré aux Comores et sous sanctions américaines depuis 2025 semble traverser le détroit sans encombre, malgré les menaces américaines. Jusque-là, aucun navire venant des ports iraniens ou qui passait par le péage mis en place par Téhéran n'osait sortir du détroit d'Ormuz, craignant les menaces de Donald Trump. L'Iran ne fait plus d'affaires avec le reste du monde et on va maintenir cela facilement. Souvenez-vous, ils n'ont plus ni marine ni aviation. Des dizaines de tankers comme celui-ci, qui se dirigeaient vers la Chine, faisaient hier demi-tour et s'arrêtaient au beau milieu du détroit. Manque à gagner pour les Iraniens, 120 millions d'euros de vente de pétrole par jour. Téhéran dénonce un acte de piraterie. L'imposition de ce blocus maritime constitue une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran. La Chine, qui achetait jusque-là 90% du pétrole iranien, réclame un rétablissement de la navigation sans entrave au plus vite. Tension nucléaire
Les États-Unis exigent l'uranium iranien, une déclaration qui ravive les inquiétudes internationales. Les tensions entre Washington et Téhéran connaissent une nouvelle escalade après des déclarations affirmant que les États-Unis souhaiteraient obtenir l'uranium iranien dans le cadre d'un éventuel accord de désescalade. Cette position perçue comme une exigence majeure intervient dans un contexte déjà extrêmement fragile autour du programme nucléaire iranien. Écoutons les détails sur CNews dans ce grand journal. Ce qu'on sait, par exemple, quand on recoupe notamment ce que disent les services de renseignement sur ce type de questions, c'est que non seulement il est caché, mais il est enfoui sous plusieurs dizaines, voire centaines de mètres sous terre. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de le récupérer. Pour le récupérer, il faudrait d'abord que les services de renseignement parviennent à l'identifier, à le repérer, et ensuite une opération commando, non pas plusieurs de centaines, voire de plusieurs milliers d'hommes, pour le récupérer avec les risques que ça porte. Donc là, J.D. Vance demande à l'Iran de le rendre. Il est bien sûr que l'Iran rendre l'uranium, c'est commencer à rendre les armes. Donc on est là-dessus sur un bras de fer qui est inachevé. Mais ça veut dire quoi, en fait, très concrètement, quand J.D. Vance dit ça sur Fox News? Ça veut dire que les Américains envisagent d'envoyer des troupes au sol pour récupérer de l'uranium je pense qu'aucune option n'est fermée là-dessus. C'est-à-dire que récupérer cet uranium qui reste notamment à l'Iran, 400 kilos d'uranium, c'est énorme. Je rappelle qu'avec quelques kilos, vous faites tourner une centrale nucléaire. Donc c'est essentiel. Et je pense qu'en effet, J.D. Vance, qui lui était plutôt favorable à des négociations, mais à partir du moment où elles aboutissent, les Américains, à mon avis, n'ont fermé aucune porte là-dessus. Retournons dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite près d'un tiers du pétrole mondial, et de nouveau au cœur des tensions géopolitiques. Ces derniers jours, des informations évoquant un possible blocus de cette voie maritime cruciale par l'Iran ont ravivé les inquiétudes sur les marchés internationaux et aussi les chancelleries occidentales. Selon plusieurs sources proches des autorités iraniennes, Téhéran envisagerait cette option comme une réponse directe aux pressions croissantes exercées par les États-Unis et leurs alliés dans la région. Sanctions économiques renforcées, présence militaire accrue dans le Golfe et menaces d'intervention ont contribué à exacerber un climat déjà fragile. Sur la RT, un expert était là pour faire un vrai zooming sur la situation dans ce grand journal. Trump répond au blocus iranien du détroit d'Ormuz par son propre blocus. Que pensez-vous de cette approche et comment les États-Unis envisagent-ils de résoudre la crise énergétique mondiale en restreignant davantage les flux de pétrole et de gaz? Bien évidemment, il faut rappeler au début que le blocus décidé par Donald Trump sur les ports iranien est en fait en droit international et purement et simplement un acte de guerre. Techniquement, il s'analyse comme étant véritablement un acte de guerre. Et là, nous pouvons déjà conclure par là même que le cessez-le-feu conclu entre les deux parties est déjà violé par les États-Unis, puisque le cessez-le-feu suppose l'abstention des deux parties de perpétrer n'importe quel type d'acte de guerre. De ce fait, donc, le cessez-le-feu est rompu par la décision américaine d'engager et de mettre en œuvre un blocus contre les ports iraniens. Il faut bien comprendre cela. Techniquement, le cessez-le-feu a été violé et ne tient plus, en fait, dans la réalité. Il faut cependant relever d'autres points qui ne sont pas de nature juridique, mais de nature politique, géostratégique et géopolitique. Il faut bien s'attendre à une envolée graduelle des prix du pétrole, du fait des conséquences de cet acte de guerre américain, puisque les Iraniens ont mis en place une sorte de
de blocus filtrant, c'est-à-dire qu'il laisse beaucoup de navires qui appartiennent à des États qui n'ont pas de problème avec lui passer le détroit d'Ormuz, et notamment les navires à destination de la Chine qui transportent du pétrole vers la Chine. Et bien évidemment, ici, il ne faut pas omettre de signaler et de souligner que la principale partie qui est désavantagée et qui subit des dommages par cette mesure américaine, c'est la Chine, puisque une grande partie de son approvisionnement pétrolier provient du Golfe et particulièrement de l'Iran. Donc la Chine est très lésée par cette mesure et nous attendons de voir sa réaction par rapport à ce blocus américain. D'autre part, il n'est pas possible pour l'Iran de ne pas réagir d'une manière ou d'une autre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à cette mesure qui s'analyse, comme on l'a dit au début, et c'est très important de savoir qualifier, donner la qualification exacte et juste aux choses. Bien évidemment, face à cet acte de guerre, face à cette violation caractérisée du cessez-le-feu, l'Iran conserve beaucoup de cartes à jouer, elle n'a pas montré toutes ses potentialités et peut à tout moment bloquer aussi le détroit de Bab el-Mandeb, qui est un détroit très très important pour le commerce international en général. Très bien. Mais à travers ses alliés. Adnan Limam, rappelons tout de même qu'environ un tiers du pétrole transporté par voie maritime transite habituellement par le détroit d'Ormuz. De quels moyens disposent les États-Unis pour maintenir ce blocus ? Ils disposent bien évidemment de moyens militaires. De rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Alexa Open Swag Radio, écoutez-nous 24 heures sur 24 sur Alexa. Swag Radio on air avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure. Les infos à la vitesse de la lumière, P-News. Référence numéro 1 en matière d'infos sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne, sans limite là-bas. Oui. Des mets délicieux à Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 214 14 25. Brothers Café Créole. Delicioso. À l'occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, la guerre en Iran s'impose comme un sujet central. Au-delà des tensions géopolitiques, le conflit révèle une évolution majeure. L'affaiblissement progressif du rôle du dollar dans le système financier international. Récit signé RFI dans ce grand journal. Dans Aujourd'hui l'économie, un rendez-vous incontournable qui s'ouvre à Washington, les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui vont se tenir une fois de plus dans un contexte perturbé avec la guerre au Moyen-Orient. Une question va s'imposer dans les discussions. Assiste-t-on à un basculement du système financier international car le conflit a des conséquences multiples, Stéphane, notamment sur le dollar. Oui, car le dollar n'est pas une monnaie comme les autres. C'est la monnaie qui domine le système mondial. C'est simple, elle sert à régler une grande partie du commerce international, c'est la référence, tout simplement. Les banques centrales du monde entier l'utilisent d'ailleurs comme réserve de valeur et cela, ça donne aux États-Unis un pouvoir considérable, ne serait-ce que via le prisme financier. Avec le dollar, Washington peut exclure certains pays du système financier international avec les sanctions, par exemple. Pendant longtemps, c'était une arme redoutable car en être coupé, c'était être isolé économiquement. Sauf qu'aujourd'hui, ce mécanisme semble s'enrayer. Exactement, et la guerre en Iran en a apporté
apporter une illustration, car on l'a dit, le billet vert, c'est la monnaie par excellence et c'est en dollars que le pétrole est acheté et vendu. Mais voilà, malgré les sanctions très lourdes, l'Iran a continué de vendre son pétrole. Et avec le blocage du détroit d'Ormuz ce dernier mois, Téhéran est même parvenu à imposer ses conditions de passage précisément dans cette zone stratégique. Autrement dit, même exclu du système du dollar, ça n'a pas empêché Téhéran de fonctionner. Donc ce qu'on comprend en filigrane, c'est que la toute-puissance du dollar s'érode, le pouvoir du billet vert s'affaiblit. Pour la simple et bonne raison que les pays sanctionnés, par exemple, ont appris à s'adapter. Ils ont développé des alternatives. L'Iran vend une partie de son pétrole en yuan, la monnaie chinoise. Il existe aussi des réseaux financiers parallèles, moins visibles, parfois illégaux, mais surtout très efficaces. Et puis, une nouveauté majeure est apparue ces dernières années. Les crypto-monnaies, elles permettent de transférer de l'argent sans passer par les circuits dits traditionnels, sans banque centrale, sans monnaie classique, disons, donc sans passer par le dollar américain. Et si ça fonctionne, ça peut peut-être donner des idées à d'autres pays. Voilà, car si les États-Unis, avec leur dollar, ont utilisé leur position dominante pour faire pression sur d'autres pays, ça a provoqué un effet inattendu. En se disant que dépendre du dollar, ça peut être risqué, ils ont cherché des alternatives. On appelle ça la dédollarisation. Alors ce n'est pas un effondrement brutal, non, mais c'est une évolution et les conséquences, elles sont déjà très concrètes. Elle rend le système financier plus fragmenté, avec d'un côté un circuit occidental centré donc sur le dollar, et de l'autre des circuits alternatifs, souvent liés à la Chine. Et puis Julien, ça crée petit à petit un changement de système, moins de règles communes, plus de tensions, plus d'incertitudes. Autant d'éléments qui ne sont pas compatibles avec la stabilité de l'économie mondiale. Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie. Merci beaucoup. Parlons de la visite du pape en Algérie. Le pape salue la mémoire des martyrs. L'indépendance, le souverain pontife s'est rendu au monument dédié aux martyrs de la lutte de l'Algérie pour son indépendance. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Léon XIV est arrivé lundi en Algérie, premier voyage d'un pape au pays de Saint-Augustin. Le souverain pontife s'est rendu sous la pluie au monument dédié aux martyrs de la lutte de l'Algérie pour son indépendance vis-à-vis de la France, obtenue en 1962. Alger est la première étape de sa tournée de 11 jours en Afrique. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné l'occasion de visiter votre pays en tant que successeur de l'apôtre Pierre, après l'avoir déjà fait 2 fois en tant que fils spirituel de Saint-Augustin. Un déplacement sur fond du conflit au Moyen-Orient, pomme de discorde entre le président américain Donald Trump et le chef de l'Église catholique opposé à la guerre. En Algérie, Léon XIV a une fois de plus appelé à la paix dans le monde. Dieu désire la paix pour chaque nation, une paix qui n'est pas simplement l'absence de conflit, mais qui est l'expression de la justice et de la dignité. Cette paix, qui nous permet d'envisager l'avenir dans un esprit de réconciliation, n'est possible que par le pardon. La véritable lutte pour la libération ne sera définitivement achevée que lorsque la paix dans nos cœurs aura été atteinte. Selon le Vatican, l'Algérie compte environ 9000 catholiques, des étrangers principalement. Ils cohabitent avec environ 47 millions de musulmans sunnites. Le pape est attendu aussi au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Direction la Hongrie, après les élections, l'état de droit, Ukraine, politique migratoire, ce qu'il faut retenir du discours de victoire de Peter Magyar, le futur Premier ministre hongrois, a exhorté le Parlement à se réunir rapidement pour former un nouveau gouvernement en vue d'une passation de pouvoir le 5 mai, a exposé ses priorités. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Lors d'un discours de près de 3 heures prononcé lundi, le futur Premier ministre hongrois Peter Magyar a appelé à la formation rapide d'un nouveau gouvernement dans le but d'une passation officielle des pouvoirs le 5 mai prochain. Sa priorité dès son entrée en fonction, rétablir l'état de droit et débloquer les 17 milliards d'euros de fonds européens gelés. Mindent el fogunk követni, hogy ez valóban egy új korszak legyen, hiszen a magyar emberek nem egy egyszerű kormányváltásra szavaztak, hanem egy teljes rendszerváltásra.
Concernant la guerre en Ukraine, Peter Magyar a confirmé qu'il ne s'opposerait pas aux près de 90 milliards d'euros de l'UE en faveur de Kiev, en précisant toutefois que la Hongrie ne contribuerait pas à ce fonds. Le leader de TISA a également réaffirmé son opposition à une adhésion accélérée à l'UE d'un pays en guerre. Sur le plan énergétique, le futur dirigeant a adopté une ligne pragmatique, tout en visant une sortie de la dépendance vis-à-vis de la Russie d'ici 2035, Budapest continuera à court terme d'acheter du pétrole russe afin de préserver sa compétitivité économique. En matière migratoire, Peter Magyar entend maintenir la barrière frontalière au sud du pays et reste opposé au pacte européen sur les migrations. Il a néanmoins exprimé sa volonté de trouver une solution aux amendes quotidiennes d'1 million d'euros infligées par la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des règles en matière d'asile. Enfin, Peter Magyar a confirmé son intention de faire entrer la Hongrie dans la zone euro, marquant ainsi un tournant significatif vers une intégration européenne renforcée après des années d'isolement. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Après le drame à la citadelle, en Haïti, les premiers témoignages sur les lieux, le choc est encore palpable. L'atmosphère est lourde, marquée par la douleur, l'incompréhension et la tristesse des familles touchées. Dans les premières heures, suivant la tragédie, les habitants des zones environnantes ainsi que les proches des victimes ont afflué vers le site espérant obtenir des nouvelles de leurs proches. Certains en larmes arpentent encore les abords de la citadelle, tandis que d'autres attendent dans le silence suspendu à la moindre information officielle. Écoutons les détails avec la radio-télévision Caraïbe dans ce grand journal. Vous savez qui sommes-nous là, s'il vous plaît? Camilo. Camilo? Oui. Machine ça qui est couchée à terre. Comment on fait là? Bon. C'est pendant la machine à sortir de cette allée hier. Oui. Pendant ce temps haut. Et puis quand il est là. Ils ont été dégringolés. Il dit qu'il était blessé. Il t'a porté mon secours? Non, en l'air même il était sorti, c'était aux 4 personnes qui étaient là-dedans. On est aux 4 personnes qui étaient là-dedans. On est dans ce groupe là. Il est vieux et cassé. On a choisi d'aller du maladie là. Malgré qu'il y a 4 personnes là-dedans, même blessé, ils n'ont même pas blessé. Mais est-ce que tu as porté mon qui était tout fait stade là? Non. Ok. Vous dites 4 personnes, 4 personnes pas gagné. C'est pas gagné. Donc là, ça s'est passé. Même le café pas gagné. Bon, ça veut dire, les machines n'ont pas vu. On a dans la zone là, dans la zone là. Et puis, il faut demander pour mettre mon dehors et tirer. Ok. Merci. Même blessé, on va graffiner même, non? Oui, 4 personnes qui étaient là-dedans. Non, c'est mon peu, mettez dehors, mettez Là, nous fait passer? Oui. Ouais. Quoi, c'est la sauver la vie. Pendant que je vais graffiner. Ok. Téléspectateurs télévision Caraïbe, donc nous trouvons nous là dans citadelle La Ferrière. Donc jeudi c'est dimanche 12 avril 2026. Eh bien donc nous samedi 11 avril dans l'après-midi, plusieurs jeunes qui étaient venus dans excursion, dans promenade dans citadelle là, eh bien gain à peu près une trentaine nan yo qui mouri à cause de gagné bousculade dans un seul petit espace qui était gagné pour moun entrer sortir, mais jeunes si là yo donc chaque semaine sainte ou bien après semaine sainte, même avant toujours gain pile et touristes locaux qui viennent visiter monument historique ça citadelle là. Eh bien donc samedi on te gain plusieurs C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi. Avant de partir aux couleurs du temps, température maximum environ 61 degrés Fahrenheit à l'après-midi. Minimum près de 51 degrés en fin de nuit ou tôt le matin. Oui, c'est le printemps, bonne température. Conditions du ciel, le temps devrait être variable, bien que des éclaircies soient possibles.
La probabilité de précipitation est estimée à 54% pour cette journée spécifique. En avril, le climat de Boston est souvent marqué par une alternance de journées ensoleillées et d'averses printanières. Les températures ressenties peuvent varier selon le vent qui est fréquent dans la ville. À cette période, pour aux activités en extérieur, prévoit une épaisseur supplémentaire et un parapluie car le temps peut changer rapidement en Nouvelle-Angleterre. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis le sud de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio, on air avec du style. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Votre référence en matière d'infos. Allez, bonne café créole, la bonne cuisine haïtienne. Au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 294 1425. Delicioso. Joyeux mardi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Et on est dans le MIC. Rendez-vous c'est pour demain. Au revoir. À demain.